Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Pour être très franc avec vous, il y a quelques semaines, je ne me serais pas imaginé intervenir sur un sujet comme celui-là. Tout simplement parce que c'est un sujet qui, par définition, est un sujet pluridisciplinaire. C'est un sujet qui mobilise en quelque sorte des problématiques extrêmement diversifiées. Et je me suis risqué sur ce terrain après avoir lu un article de Julien Rochdy, qui est le président du Fonds national de la jeunesse, qui avait publié un article sur cette question, qui était un article extrêmement bref, qui est paru sur Boulevard Voltaire, qui s'appelait « Connaissez-vous le Baptou fragile ?» Baptou, Toubab, violent. Donc, connaissez-vous le Baptou fragile? C'était un article très court, et on sentait derrière la réaction, je dirais, épidermique de son auteur, que c'était un problème, et un problème, je dirais, sensible, important, et qu'en même temps, il était sur cet article-là, dans cette présentation, dans cet article très court, dans une situation finalement d'impuissance totale, puisque cet article ne décrivait qu'assez peu le problème, l'évoquait, et se terminait très rapidement par un coup de menton, c'est-à-dire une sorte d'affirmation sur il faut que ça change, il y en a marre, bref, je vous passe les détails. Comme vous l'a dit Philippe, je suis père de famille, j'ai 4 enfants, 2 garçons, 2 filles, et quand j'ai réagi initialement à cet article, je l'ai fait en père de famille. Je ne l'ai pas fait en tant que politique, vous connaissez mes engagements, je ne l'ai pas fait en tant que président de maison commune ou dans le cadre d'une approche sociologique, je l'ai fait dans un cadre, je dirais, la réaction d'un père de famille qui réagit et qui a besoin de préciser les choses. Cet article, donc, je l'ai produit moi-même en réaction à cette impulsion initiale, parce que je pense que d'une façon ou d'une autre, on ne peut pas, face à ce phénomène social, qui est un phénomène très largement ignoré par nos troupes d'occupation mentale, que sont les médias, je pense que face à ce phénomène social, la dénonciation ou les manifestations d'affirmation, les coups de menton juvéniles ou pas d'ailleurs, ou les manifestations d'impuissance sont absolument non seulement inutiles mais nuisibles. Donc j'ai essayé de déconstruire, essayé d'analyser le problème et c'est ce qui a produit l'article qui a déboulé sur le site, qui a été publié sur le site de Polenia. À ma grande surprise, cet article a provoqué immédiatement de nombreuses réactions. J'étais le premier surpris, pour être franc avec vous. Cet article en est déjà à sa 4e traduction. Il vient d'être publié aujourd'hui sur un site très important en Russie. Il a été publié en Ukraine la semaine dernière. Il est publié, une version espagnole est déjà faite, et une version allemande sera publiée la semaine prochaine. On devrait arriver à une dizaine de traductions au total sur les 2 mois qui viennent, pour un article qui, selon moi, était un article de bon sens, qui n'apportait pas fondamentalement quelque chose de nouveau, mais il semblerait en tout cas qu'il ait touché du monde. Alors, je me suis posé la question a posteriori, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que cet article, pourquoi est-ce que ce sujet touche autant les gens? Qu'est-ce qui les fait réagir? Qu'est-ce qui se passe? Et je me suis aperçu que j'avais un peu moi-même, finalement, avec mes 45 ans, mes 4 gosses, dans une petite ville de province, 15 000 habitants, où là, je dirais le climat social est plutôt équilibré, j'avais moi-même, même si je connaissais la nature du problème, probablement sous-estimé la réactivité, la sensibilité de la population et des gens à ce sujet. Et voilà pourquoi j'ai été le premier, je dirais, un peu effaré par l'impact de ce texte. Il y a bien évidemment, pour aborder ce genre de questions, il y a théoriquement une approche sociologique objective à avoir. On ne peut pas, je dirais, si on veut avoir une approche, je dirais, pour éviter les discussions ultérieures sur oui, mais combien de personnes ça concerne, mais est-ce que c'est toutes les parties de la population, et quelle partie de la population, et pourquoi, et où, et comment. Il faudrait, en théorie, pour aborder ce genre de sujet, le faire de façon rationnelle, c'est-à-dire à la base après une analyse sociologique construite, pour essayer d'analyser de quoi on parle, de quel type de population on parle, et éviter les généralisations abusives, parce qu'il n'y a rien de pire, quand on aborde ce genre de questions, de généraliser. Pour être très franc avec vous, le problème du Baptou fragile dans ma famille, je ne le connais pas, et je ne l'ai pas rencontré dans mon environnement proche récemment. Simplement, je sais qu'il existe, je l'ai vu indirectement,
j'ai été pompier militaire, bon bref, j'ai fait pas mal de choses, je sais que ça existe, mais je tiens à vous dire tout de suite que c'est un phénomène qui est encore pour l'instant largement minoritaire et qui touche certaines catégories de population. Cet article avait néanmoins un titre, c'était la fragilité, entre guillemets, des jeunes Européens en environnement multiculturel violent. Donc, si effectivement il n'y a pas de sociologie, il n'y a pas eu un travail de fond, un travail sociologique pour étayer en quelque sorte cet article, je pense que la réaction, l'hypersensibilité, le nombre de réactions qu'il a provoquées suffit, je dirais, à en faire au moins un objet sociologique. Au moins. Et donc, probablement, c'est ce qui justifie le fait qu'on se retrouve, que nous nous retrouvions ce soir pour en parler, parce que, évidemment, s'il y a des réactions, c'est qu'il y a un sujet, s'il y a des traductions, c'est qu'il y a un problème, et évidemment, puisque nous sommes tous habitués à nous raconter, à ne plus nous raconter nous-mêmes, et à laisser en quelque sorte les troubles d'occupation mentale, les médias mainstream, nous raconter, c'est-à-dire parler pour nous, et raconter le monde réel pour nous, à notre place, nous n'avons pas conscience, nous ne comprenons pas parfois ce qui se produit dans un environnement très proche du nôtre. Vous savez que parfois, deux personnes vivant à 30 mètres l'un de l'autre, dans la même rue, ont plus de contact avec leur télévision qu'avec leurs voisins. Je ne vous apprends rien, c'est une banalité de le dire. Nous sommes dans une société où notre population, notre peuple, a été privé de ses moyens d'expression propres et où nous avons vécu une captation narrative. C'est-à-dire que notre narration collective, notre capacité à nous raconter nous-mêmes, nous a été en quelque sorte subtilisée. Nous sommes donc aujourd'hui non pas un peuple ou une population qui se raconte elle-même et donc qui peut exprimer ses souffrances, ses difficultés, ses tensions, ses angoisses, ses plaisirs, ses joies et ses stress, mais nous sommes les spectateurs d'un spectacle à l'intérieur duquel nous sommes parfois amenés à jouer, je dirais, les seconds rôles, à un titre ou à un autre. Évidemment, dans ce contexte-là, la situation des petits Babtou, pour reprendre le vocabulaire utilisé dans l'article de Julien Rochdy, fragiles, entre guillemets, en environnement multiculturel, ouïouïouï, violent, aïe aïe aïe, n'est pas un sujet qui intéresse les troupes d'occupation mentale. Elle ne l'intéresse pas et donc vous n'en entendrez pas parler. Mais nous savons tous que c'est un sujet qui, aujourd'hui, est un sujet qu'il nous faut traiter. Je remercie Paulémia et Jean-Yves Le Gallou d'avoir, la présence d'esprit, je dirais l'attention de se porter sur ce genre de sujets qui ne sont pas des sujets particulièrement grand public. J'essaierai de le faire dans une approche... c'est un peu difficile pour moi parce que je ne suis pas tout à fait sur le terrain politique, je n'interviens pas vraiment en tant que sociologue, je ne veux pas non plus m'aventurer sur des terrains qui soient des terrains trop abstraits ou intellectuels, et donc je vais essayer d'équilibrer un petit peu ce que j'ai à vous dire et de vous le dire avec le plus de simplicité possible. J'espère que j'y arriverai tout de même. Les souffrances que j'ai évoquées, les souffrances de cette partie de la population, de ces jeunes que j'ai évoqués, sont des souffrances extrêmement dures, extrêmement fortes. Elles provoquent ces souffrances, c'est-à-dire cette incapacité à gérer le conflit, à gérer la violence, et cette façon de la subir, en quelque sorte, provoque, je le pense, des perturbations extrêmement importantes, des perturbations psychologiques extrêmement importantes chez ceux qui en sont victimes. C'est une évidence. Elle est, par ailleurs, un révélateur de notre situation culturelle. C'est aussi pour ça que vous n'en entendrez pas parler dans les médias. Elle est un révélateur parce qu'elle nous montre que derrière le discours de l'idéologie Benetton, des sociétés arc-en-ciel, de la société multiculturelle, multiethnique, où tout le monde va se tenir par la main pour construire une société fraternelle, eh bien nous savons et nous découvrons à chaque instant, au travers de ce sujet-là aussi, et bien d'autres encore malheureusement, nous constatons, nous rappelons à cette occasion que les sociétés multiculturelles sont des sociétés multiracistes, sont des sociétés multiviolentes, sont des sociétés multiségrégationnistes, sont des sociétés où il ne faut pas bon vivre, sont des sociétés instables, sont des sociétés où il n'y a pas de plaisir à vivre ensemble, parce que ce vivre tous ensemble
on cherche en quelque sorte à nous imposer, détruit notre vivre ensemble. Nous n'avons pas attendu les flux de population, les 10 millions d'extra-européens et les flux de population de ces 30 dernières années en France pour apprendre à vivre ensemble. Et donc, nous n'avons pas aujourd'hui je dirais, à découvrir, nous ne découvrons pas ce qu'est le vivre ensemble, nous ne découvrons pas ce qu'est le plaisir du vivre ensemble dans cette société. Et nous savons tous, nous le percevons tous pour des tas de raisons, pour des raisons économiques, pour des raisons sociales, nous percevons tous que cette société a probablement une durée de vie courte. Nous savons tous que c'est une société qui n'est pas durable, qui n'est pas stable, qui n'est pas viable. C'est une société qui s'effondrera probablement dans des conditions difficiles, mais nous en sommes au point, au moment où je vous parle, où notre travail n'est pas tant de dénoncer, parce que dénoncer c'est toujours une chose, mais de déconstruire, d'expliquer ce qui se passe autour de nous, de le faire, de l'expliquer et de trouver des réponses pour ceux qui ne sont pas encore en situation de pouvoir, en quelque sorte, s'extraire de la violence de cette société, nos enfants en particulier. Si cet article a été traduit un petit peu partout et déjà traduit un peu partout en Europe, c'est aussi parce que cette problématique n'est pas une problématique spécifiquement française. Et nous verrons aussi d'ailleurs qu'elle n'est pas une spécificité, une particularité liée à un problème, je dirais, d'identité spécifique lié à la construction politique française. Nous allons nous apercevoir que le problème se pose de la même façon en Italie, se pose de la même façon en Espagne, se pose un peu partout de la même façon. Et nous comprendrons pourquoi. C'est parce qu'il n'a aucun rapport avec des questions, je dirais, des questions politiques au sens habituel, c'est-à-dire doctrine de l'État, organisation territoriale, identité, nationalité, etc., mais qu'il touche, des êtres humains, il touche des populations, et des populations qui ne correspondent pas toujours, en tout cas, aux constructions politiques ou aux problématiques des constructions politiques de notre époque. Le but de mon intervention, c'est d'arriver en fait à détricoter en quelque sorte cette problématique, et je vais essayer de le faire de façon synthétique. J'espère qu'on aura l'occasion d'approfondir par les questions tout à l'heure. Lorsque j'évoquais la fragilité des Européens, des jeunes Européens en environnement multiethnique, et multiculturel violent, multiculturel tout court, puisqu'on sait que l'environnement multiculturel est violent, eh bien, j'évoquais donc notamment ces phénomènes qu'a évoqué Philippe tout de suite, c'est-à-dire cette impression qu'un certain nombre de jeunes Européens, de jeunes gens, ne sont pas préparés à l'agression, au conflit, au rapport de force dans leur relation avec d'autres types de populations et pas tous les autres types de populations. Dans les faits, si on regarde les choses de façon objective, on peut dire que les populations originaires d'Extrême-Orient, asiatiques par exemple, sont dans des situations très proches, par bien des aspects, là où elles sont, de la situation des jeunes Européens, et on va comprendre un petit peu plus loin pourquoi. J'ai voulu donc détailler les raisons qui me paraissaient être les raisons fondamentales de cette fragilité, et pour essayer de les expliquer, et j'ai identifié 4 éléments principaux, 4 points principaux, qu'on pourra peut-être compléter ensemble tout à l'heure. Le premier me semblait relever d'un problème pédagogique presque, c'est-à-dire d'une mauvaise pratique dans la construction identitaire de l'enfant. La première raison de la fragilité, c'est l'isolement. C'est fondamental. Un enfant est fragile parce qu'il est seul. Il est seul parce qu'il n'appartient pas à un groupe. Il n'appartient pas à une communauté, il n'appartient pas à un peuple, il n'appartient pas à une famille. Il se présente face au conflit et face à l'agression de façon isolée. Et même quand ils sont 500, ou 1000, ou 10 000, ce sont 10 000 individus totalement séparés les uns les autres, ne se sentant pas à aucun moment l'obligation de se porter au secours les uns des autres, tant ils se perçoivent eux-mêmes, en quelque sorte, comme des individus, et non pas comme les membres d'un groupe ou d'une sociologie particulière. Cette mauvaise pratique dans la construction identitaire de l'enfant, c'est une
conséquence de l'évolution culturelle de notre société. On ne va pas faire une anamnèse ou un travail en généalogie trop profond, parce que là, on viendrait très vite à des débats au milieu pour essayer de comprendre d'où ça vient et pourquoi et comment. Je pense qu'on a tous à l'esprit le gouffre 68, et je pense aussi à un autre gouffre, c'est celui qui est dû à l'accélération de l'industrialisation et à une société qui a délégitimé, année après année, et qui continue à le faire, toute forme de transmission intergénérationnelle qui se trouve ringardisée, qui se trouve en quelque sorte dévalorisée par tout un tas de phénomènes, notamment par exemple par l'accélération permanente du développement de la technologie, par la captation narrative des médias, et j'en passe. Bien. Donc, dans ces problématiques d'identité, je vois donc un premier point qui est l'isolement. Cet isolement, c'est l'élément fondamental. Les enfants sont confrontés fréquemment, non pas à un autre individu qui les agresse dans le rapport de force, mais à des groupes qui se pensent comme des groupes, qui se perçoivent comme des groupes et qui sont soudés parfois par un ou plusieurs éléments constitutifs de l'identité du groupe. Quels sont-ils? Eh bien, ça peut être une nationalité commune, les Turcs, les machins, un groupe de population qui s'identifie, qui se perçoit eux-mêmes comme faisant partie d'un même groupe. Ils s'appellent d'ailleurs tous entre eux cousins ou frères, etc. Non pas pour marquer je dirais, le fait qu'ils soient réellement cousins, mais pour marquer effectivement un statut, quasiment une appartenance quasi familiale qu'ils transfèrent à partir de leur appartenance nationale ou de leur appartenance ethnique. Ces petits groupes peuvent aussi se souder autour je dirais, de l'apparence, de phénomènes de mode, de critères de physionomie raciale, c'est-à-dire d'aspect extérieur, noir, blanc, asiatique, etc., etc. Ces groupes peuvent se constituer, se former aussi autour je dirais, de marqueurs sociaux, de mode, voilà. Toutes les façons dont un groupe va être capable de se constituer, il se constituera si vous ne lui donnez pas d'identité naturelle en quelque sorte, il ira en fabriquer, il ira s'en fabriquer, il ira les inventer, il ira les fantasmer. On aura le retour du refoulé identitaire en quelque sorte, c'est-à-dire qu'on aura des manifestations identitaires parfois aberrantes, stupides, des gangs qui se constituent parce qu'ils portent le même blouson de la même marque, avec la même couleur de lacets sur leur basket, bref, des trucs qui peuvent nous paraître à nous tous... comment dire, bref, vous voyez ce que je veux dire, et donc qui pourtant constituent des marqueurs, des ciments qui justifient l'action d'un groupe, la formation d'un groupe. Il y a un inconscient là-dedans, vous le comprenez bien, c'est que si on cherche toujours, si ces gens cherchent, ces groupes de personnes, d'humains, cherchent à se rassembler, c'est parce qu'ils y trouvent quelque chose, et parce que aussi leur culture familiale, leur formation, leur environnement ne délégitime pas ça. Parce que cette appartenance n'est pas niée. Et donc, cet isolement que subissent les jeunes Européens, et le premier facteur de fragilité de ces jeunes Européens, c'est cet isolement. Il n'y aura pas de solution, il n'y aura pas d'approche possible et de solution possible à trouver à ce problème-là, tant qu'on n'aura pas abordé, compris que le premier facteur, c'est l'isolement, c'est la décommunautarisation, le détricotage des identités, qu'elles soient bien évidemment des identités subjectives ou des identités objectives, c'est le détricotage de ces subjectivités, de ces formes d'appartenance qui livrent en quelque sorte les individus seuls, alors même parfois qu'ils sont ultra majoritaires et qu'ils sont parfois même dominants, qui pourraient être sans problème dominants dans le rapport de force, qui les livrent en quelque sorte isolés, coupés, hachés, individualisés, face à des bandes, à des groupes qui sont soudés par des choses parfois qui peuvent nous paraître absurdes, mais qui fonctionnent.